Pour ce nouveau café, nous recevons Régis Dogne. Alors Régis Dogne, pour moi, c'est une image, la première certainement, date de 1990, des grandes grèves de 90 puis de 96, où Régis était donc le délégué de la CSC et la figure de proue des mouvements sociaux à l'époque avec son collègue Jean-Marie Ancio, hein, Monsieur Non aussi, à l'époque, dont je me souviens très bien. Mais c'est pas pour évoquer des souvenirs d'anciens combattants que j'ai invité Régis, mais c'est pour parler de ce qui se passe aujourd'hui et de la DPC et de la situation en matière de statut du personnel et de son évolution par rapport à donc, ce qu'il y a dans la DPC. Alors bonjour Régis. Bonjour Marc. Merci d'être parmi nous, d'avoir fait le chemin. Autant de temps nous sépare de 90 pour finalement revenir sur peut-être des acquis ou des conceptions. Et ta carte blanche qui est sortie 5 jours après la DPC, donc ça a été vite, elle est assez dure et elle est intitulée « La fin des nominations dans l'enseignement » ou le retour à la barbarie sociale. Alors, de quelle barbarie sociale parles-tu ? Bien, je pense que la barbarie, c'est d'abord l'absence ou l'abandon de principes ou de règles qui conditionnent la vie en société. Donc, c'est Rocard qui disait d'ailleurs que la différence entre la barbarie et la civilisation, c'était l'impôt. Moi, j'ajoute à cela que c'est également le droit, parce qu'il organise cette redistribution des moyens collectifs. Et donc, ça me paraît extrêmement important de préciser cela, sachant bien entendu que dans une société, on peut avoir des règles différentes suivant les situations particulières des personnes ou bien des institutions. Et c'est effectivement cette différenciation qui m'a révulsé quand j'ai vu la déclaration de politique communautaire, qui a suscité, je ne vais pas le cacher, une très violente colère, qui est loin d'être éteinte d'ailleurs, parce que j'ai vraiment le sentiment que on est en train de casser un outil qui était d'une extrême préciosité. Il faut dire que lorsqu'on dit qu'il y a des statuts dans la fonction publique en général, dans l'enseignement en particulier, la source, elle en est claire, c'est la loi Camus de 1936 qui a estimé qu'il fallait mettre les fonctionnaires à l'abri de l'arbitraire et des pressions dont ils pouvaient être l'objet politiquement. Ça, c'était pour l'enseignement CFW, comme pour l'enseignement officiel. Pour l'enseignement libre, l'origine du statut, c'est le pacte scolaire. À un moment, donc, le réseau libre a demandé à être subventionné à l'instar de ce qui se passait dans le public. Et finalement, à l'époque du ministre Collard, on a décidé, OK, on va donner les mêmes subventions, ou à peu près en tout cas, on va en tout cas subventionner le salaire des profs, à une condition, c'est que ces enseignants soient protégés de la même manière, soient protégés par un statut. On aurait pu croire que ça allait se faire tout de suite. En fait, on a dû attendre encore un certain nombre d'années. En l'espèce, on a attendu plus de 30 ans encore avant de voir se concrétiser ce statut, dont on peut dire qu'il était d'ailleurs le résultat, en partie importante en tout cas, des grèves de 90. Il faut dire qu'en grève de 90, on avait créé un certain rapport de force déjà à ce moment-là. Nous avions perdu sur un certain nombre de points. Par contre, on avait obtenu, dans des domaines qui étaient non coûtants, des avancées significatives, dont celle du statut. Voilà, et c'était cet élément-là qui m'a révulsé. Au fond, j'ai le sentiment, quand je vois ce qu'il y a dans la déclaration de politique communautaire, c'est qu'on assiste à une forme de, comment dirais-je, de modèle d'Élèse, en quelque sorte. Donc, une espèce de franchisation de l'enseignement. Il faut dire qu'il y a, en communauté française de Belgique, 2400 établissements scolaires. Eh bien, le modèle qu'on est en train d'adopter va donner un pouvoir exorbitant à chacun des employeurs locaux qui ne seront plus tenus par des règles, ou suffisamment tenus par des règles communes. Et ça, c'est effectivement dangereux. Je dis, c'est ce que les travailleurs de Deleuze ont craint et redouté également de leur côté. C'est ce qui va nous attendre incontestablement si cette déclaration se concrétise comme cela. Et par rapport, alors pour notamment les jeunes collègues, parce qu'on a un peu le sentiment qu'on oppose les jeunes aux vieux, un peu comme si les super privilèges des statutaires nuisaient à ceux qui viennent d'entrer dans la fonction. Nos jeunes collègues ne comprennent pas toujours la différence entre le fameux CDI qu'on leur promet comme le nirvana et le statut. C'est quoi la différence entre les deux ? Eh bien, les 3 règles principales qu'on a obtenues dans les statuts, la première, c'était l'obligation de motiver de manière extrêmement précise toutes les décisions que l'on prenait. C'était la première règle. La deuxième règle, c'est ce qu'on appelait le classement,
où on dit dès qu'un enseignant acquiert une certaine expérience, il dispose d'une priorité pour être repris les années suivantes. La troisième règle, c'est la nomination, évidemment, qui permet d'avoir un certain nombre, effectivement, de situations intéressantes en termes de congés et d'autres avantages. Mais ce qui était surtout essentiel pour moi dans ces statuts, c'est la sanction qui apparaissait si le pouvoir organisateur, l'employeur, ne respectait pas ces statuts. Nous avions obtenu que dans ce cas, ce soit une clause de subventionnement. Donc un pouvoir organisateur qui ne respecte pas la loi perd la subvention de traitement. Et nous avons, à plusieurs reprises, obtenu qu'effectivement des subventions de traitement soient retirées à des employeurs qui avaient violé le droit. Nous sommes loin d'être dans le cas dans le CDI. Un peu, en fait, on était arrivé à quelque chose qui remettait l'employeur sur le même pied ou à égalité avec l'employé. Si on passe à ce fameux CDI, c'est plus le cas. L'employeur n'est plus quasiment sanctionné. Et comme l'employeur, il le fait une sorte de service public, s'il n'organise pas le service, il ne va rien se passer pour lui. Exactement, c'est-à-dire qu'il entre dans le domaine du droit privé. Mais le droit privé n'est pas... on m'a souvent dit depuis, oui, mais enfin, il y a des gens qui vivent dans le modèle des CDI. En réalité, nous sommes dans une situation qui m'apparaît extrêmement différente. Il y a la première différence, à mon avis, c'est effectivement la parcellisation extrêmement importante des employeurs. Donc 2400 sites scolaires en même temps. Le deuxième problème qui peut se poser, c'est que un temporaire, donc, puisqu'il va être considéré toujours comme contractuel, cotise différemment de l'enseignant qui est nommé, et ça signifie pour tous les enseignants temporaires une perte automatique de 2% du salaire, puisque les cotisations personnelles de l'enseignant non nommé, c'est 13,07, c'est 11,05 en ce qui concerne l'agent définitif. D'ailleurs, on a toujours le problème quand on nomme quelqu'un, c'est que la communauté doit rembourser les 2% qui ont été retenus indûment. Donc voilà, c'est une deuxième problème qui pose. Et alors surtout, nous entrons dans un modèle qui est la loi de 78. La loi de 78 sur le contrat d'emploi, qui est une espèce de compromis entre ce qui existait entre le contrat ouvrier et le contrat employé préalablement. Le contrat ouvrier, il y avait très peu de sanctions, mais l'employeur est obligé de motiver la décision. Dans le contrat d'emploi employé, c'était l'inverse, les préavis étaient plus longs et l'employeur ne devait pas motiver sa décision. On a fait un melting pot, qui est la loi de 78 actuellement, où on doit effectivement motiver. On doit motiver, mais avec, en cas de non-respect des règles, des sanctions qui nous paraissent tout à fait insuffisantes. Par exemple, si un employeur refuse de motiver sa décision après la demande du travailleur, tout ce qu'il a, c'est une amende de l'équivalent de 2 semaines de rémunération. Devant les tribunaux du travail, après, évidemment, le membre du personnel peut obtenir le paiement d'un préavis, mais qui est infiniment réduit maintenant, puisque c'est le compromis entre les deux régimes antérieurs, employés et ouvriers. Et donc, on arrive à ce paradoxe, c'est que un employeur qui va licencier un enseignant va se servir des subsides qu'il reçoit de la communauté pour payer le préavis qu'il aura payé. Dans le secteur privé, si un employeur licencie un de ses ouvriers ou un de ses employés, c'est le bénéfice de son entreprise qui en subit les conséquences. Ici, non seulement le pouvoir organisateur pourra prélever sur les frais de fonctionnement, diminuer la qualité de travail des enseignants qui restent en fonction, mais encore une fois, lui, chaque membre individuellement ne sera jamais sanctionné. Oui. Et si je comprends bien, donc non seulement pour obtenir le même salaire, il faudrait augmenter le coût pour la communauté, si j'entends bien. De 2%. De 2%, oui. Donc ça, ce serait juste pour maintenir. Oui. La situation du côté de l'enseignant, c'est qu'il est beaucoup plus soumis à l'arbitraire. Absolument. Et dans ce système-là, ça transforme aussi les PO, les 2400 et quelques PO, et les directeurs en finalement vrais employeurs qui vont devoir alors signer des contrats de travail? Tout à fait. Mais là, c'est un autre paradoxe. En fait, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas un immense amateurisme quand on a rédigé cette déclaration de politique communautaire. Parce que, objectivement, je ne vois pas comment on pourrait appliquer dans l'état actuel de la législation cette loi de 78 à la situation. Il faut dire que quand y a-t-il de remplacements? Il y a des remplacements dans deux situations.
La première situation, c'est quand un membre du personnel prend un congé, qui peuvent être relativement longs. Et là, je reviendrai là-dessus parce que je pense qu'il y a moyen de contrer ces difficultés pour les temporaires. Mais la plupart des congés, la plupart des intérims, ce sont des intérims parce que quelqu'un tombe malade. Et on se trouve devant ce problème que les congés de maladie, ça peut être une semaine chez un employeur, puis c'est 15 jours chez un employeur voisin. Ça peut également être pour un horaire complet ou pour des fractions horaires. Donc, je ne vois pas comment on va pouvoir rédiger un contrat reprenant à la fois une durée indéterminée et une prestation complète dans ce cas-là. Franchement, j'ai beau me creuser, je ne vois pas comment on pourrait régler cet aspect-là des choses. Probablement qu'ils ont une recette miracle, mais je l'ignore. Et ça, on peut dire, dans la situation où les gens seraient presque nommables, ils ont fait assez de jours, on pourrait se dire on peut lui faire un CDI, on voit les inconvénients de faire plutôt un CDI que de les nommer, oui. Mais la situation qui n'est absolument pas réglée, dont on ne comprend pas plus comment elle pourrait être réglée, c'est la situation de début de carrière qui fait qu'on perd une majorité d'enseignants à ce moment-là. Absolument. J'ai 15 jours, le temps que la personne qui occupe la fonction la libère pour un congé de maladie, même 3 semaines, le temps qu'on en soit informé, qu'on trouve le candidat, etc., ça va faire un remplacement de 15 jours. Tout à fait. Et on va faire quoi alors? Tout à fait. Et alors, c'est le paradoxe. Imaginons que la communauté se substitue, prenons cet exemple-là, et décide, voilà, nous signons un contrat à durée indéterminée, nous, communauté. En devenant l'employeur de tout le monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, mais on peut imaginer. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devoir payer les gens tout le temps, y compris quand ils n'ont pas d'intérim. Parce qu'il est évident que le nombre d'intérims varie suivant la période de l'année, suivant qu'il y a une épidémie de grippe ou pas, etc. Donc ça veut dire que, imaginons que la communauté s'engage à rémunérer à temps plein pendant toute l'année l'ensemble des agents débutants, ça signifie une augmentation du budget de la communauté qui va aller croître de manière exponentielle. Et donc, je ne comprends pas comment, dans la situation de la communauté, ça pourrait être le cas. D'autant plus que ce qu'il faut ajouter également, c'est que j'ai parlé tout à l'heure des cotisations individuelles des membres du personnel, mais les cotisations patronales varient aussi. Dans le cas d'un agent définitif, la communauté ne paye pas de cotisation au NSS au fédéral. Oui. Tandis que si on passe dans un contrat d'emploi, ils vont devoir payer des cotisations au NSS comme n'importe quel employeur, qui varient suivant la situation entre 25 et 37 %. Bon, donc on arrive à une augmentation aussi extrêmement importante des coûts. D'ailleurs, il faut remarquer à cet égard-là que c'est vrai également en matière de pension, parce que l'agent temporaire, si on ne fait rien, il va avoir une pension au secteur privé qui, comme chacun le sait, est inférieure à la pension au secteur public, qui est un traitement différé. Mais dans le cas donc, précis qui nous occupe, si effectivement on maintient la pension au stade normal contrat d'emploi, ils perdront énormément. Si maintenant la communauté décide de prendre une pension complémentaire, ça va lui coûter une petite fortune. D'ailleurs, l'administration des pensions a estimé que, compte tenu de la complexité du problème, il faudrait une révision de l'État. Il faudrait donc une nouvelle répartition, une révision de la Constitution, ou en tout cas d'un certain nombre de règles à répartir entre les communautés et le fédéral. Donc à ce stade-ci, pour maintenir le salaire pour les enseignants, si on les transférait dans un statut privé de CDI, d'environ 2% en plus à décaisser, les charges patronales majorées, puisqu'on part de pas grand-chose, aux 38% que tu évoques, une insécurité juridique pour les agents, une complexité pour les chefs d'établissement ou les PO qui devraient faire quelque chose, ou déléguer à la communauté française, mais on voit mal alors comment on serait employeur de tous les enseignants. Non, ça n'a pas l'air d'être une revendication des pouvoirs organisateurs, notamment du libre. Et peut-être une piste, c'est peut-être les pôles de remplacement. Est-ce que ça, tu penses que c'est... Oui, les pôles de remplacement... ils ont montré, on en parlait déjà encore quand j'étais en fonction, donc ça ne nous rajeunit donc pas. Mais on tente ça, et effectivement, ça pourrait être intéressant, mais il faudrait pour cela qu'il y ait suffisamment de temporaires d'agents CDI dans les pôles de remplacement pour couvrir tous les besoins. Or, les besoins en pourcentage suivant les périodes de l'année peuvent varier entre 8 ou 12 ou 15% suivant qu'il y a ou non une épidémie. Donc, encore une fois, on revient au problème que je soulevais. Va-t-on payer les gens à temps plein, d'abord en nombre suffisant, parce que sinon, comment va-t-on déterminer, dans un pôle de remplacement,
il y a 3 écoles qui se présentent, elles ont toutes les 3 besoin d'un intérimaire, il y en a un disponible. À laquelle va-t-on l'octroyer? Or, si par contre on dit on a suffisamment de temporaires ou d'agents CDI pour couvrir toute l'année, ça veut dire que pendant une grosse partie de l'année, on va payer des gens qui ne seront pas affectés. C'est aussi aberrant. Et on voit aussi que la taille des établissements n'est pas simple. Alors, il y a évidemment le dogme, il faut s'attaquer à tout ce qui est public. En tout cas, nous, depuis notre université publique, c'est un peu cette impression qu'on a. Si on va s'attaquer à WBE, on va s'attaquer aux pouvoirs organisateurs. Et finalement, les plus petits pouvoirs organisateurs, à part quelques communes, c'est quand même dans le livre qu'on va les retrouver. Alors, la taille critique d'une école va faire que c'est plus ou moins facile d'avoir 1%. Mais c'est évident. Oui. C'est évident. Je sais, j'ai encore actuellement dans une série de commissions paritaires locales. Et j'observe que les communes qui sont les plus vastes sont celles qui ont le moins de problèmes pour recruter des agents temporaires pour faire effectuer des intérims. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile d'y faire carrière. Alors, je vais prendre un exemple pour illustrer. Prenons une école fondamentale moyenne, 6 classes primaires, 3 classes maternelles. Comme la carrière d'un enseignant est actuellement de 40 ans, elle va passer à 47 puisque la pension sera à 67 ans, ça veut donc dire que pour ces 3 maternelles, on aura un remplacement que tous les 15 ans, effectivement. Donc, ça veut dire que les emplois sont bloqués pendant 15 ans, en dehors justement des remplacements pour maladie, etc., ou des congés. Pour le primaire, c'est à peu près la même chose, hein. C'est-à-dire qu'il faudra là un remplacement tous les 8 ans. Bon, mais c'est évident que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de turnover suffisant. Une solution, c'est évidemment de contraindre les pouvoirs organisateurs à créer des pôles beaucoup plus gros, beaucoup plus importants. Parce qu'il est évident que si on avait des pouvoirs organisateurs qui regroupaient 200, 300, 400 enseignants, le renouvellement se ferait de manière la plus naturelle et les classements seraient beaucoup plus harmonieux et plus faciles à gérer. Mais on n'en est pas là. Et je pense que je n'ai pas perçu, en tout cas la déclaration de politique communautaire, la volonté d'imposer au PO du Libre de se regrouper. Ou de faire un réseau unique. Là, ce serait effectivement plus rêvé. Ce serait, oui. Mais est-ce qu'un des risques n'est pas aussi alors de dire, c'est comme dans le privé, c'est finalement les sociétés d'intérim qui vont faire le job et c'est elles qui vont s'enrichir, puisqu'il y a un pourcentage qui est prélevé. Est-ce que c'est pas le risque? C'est que les enseignants passent par des sociétés d'intérim et que la volonté soit finalement de financer des sociétés d'intérim? On est dans un tel état de délire institutionnel que je me demande s'ils n'ont même pas pensé à des éléments qui pourraient se rapprocher de cela, quitte à créer eux-mêmes leur société d'intérim ou quelque chose dans ce genre-là. Mais encore une fois, je vous dis, les besoins dans l'enseignement sont particuliers parce que vous ne pouvez pas laisser une classe d'enfants seule quand un enseignant est malade. C'est une des règles. On peut abandonner une machine pendant 15 jours, 3 semaines. On peut trouver des modalités d'adaptation. Dans l'enseignement, face à une population d'élèves, on ne sait pas le faire. Et comme les besoins varient d'un moment de l'année à l'autre, ou on recrute en fonction de la crête, ou alors on recrute en fonction du besoin le moindre. Mais dans un cas, on paye trop, et dans l'autre cas, on n'a pas assez. Oui, et si on ajoute à ça la spécialité des enseignants, alors Bien dans le entendu. secondaire, un prof de maths n'est pas le prof d'histoire. Absolument. La polyvalence. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est on ne fait pas venir les élèves le samedi pour rattraper l'horaire de la semaine, parce que le prof... Enfin, je veux dire, on est dans des situations... On est dans une situation tout à fait spécifique. D'ailleurs, la ministre a bien manifesté un peu son embarras quand elle a dit « oui, on parle de contrat à durée déterminée, ce serait plutôt un contrat, dit-elle, sui generis ». Donc, spécifique. Mais on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Bon, mais ce sera un contrat sui generis. On pourrait dire un statut, finalement, ce serait plus simple de leur mais faire... En fait, c'est vrai qu'il y a un problème. Il y a un problème qui se pose pour les jeunes enseignants qui parfois restent en situation précaire trop longtemps. Mais il y a des solutions. Pour donner un exemple, si un enseignant prend un congé de convenance personnelle, au bout de quelques temps, l'emploi est déclaré vacant. On peut donc nommer dans cet emploi, et si le membre du personnel revient ultérieurement, il est mis en disponibilité et on le réaffecte dans un autre établissement scolaire. On pourrait imaginer ça pour l'ensemble des types de congés dont on limiterait la durée dans le temps, ce qui permettrait d'éviter que l'on ne bloque aussi longtemps des emplois. Je peux prendre mon exemple, j'ai été détaché de l'enseignement et comme mon emploi n'était pas déclaré vacant, le malheureux qui m'a remplacé, enfin il y a eu il est resté pendant plus de 20 ans, enfin il y a un emploi qui est resté non nommé pendant 20 ans. Moi je ne me suis jamais opposé en tout cas à ce que l'on dise que dans l'hypothèse où je devrais retourner dans mon école, je serai affecté ailleurs. Mais
voilà une solution qui pourrait effectivement intervenir et qui serait beaucoup plus praticable. Parce que rien n'empêcherait dans ce cas-là de donner, s'ils le veulent vraiment, des contrats à durée déterminée au début, et puis on entre dans le modèle statutaire après. C'est ce que je dis. Nous sommes dans une situation qui est purement idéologique. En fait, on essaye de casser la fonction publique, on essaye de casser les réseaux publics, et on utilise ces prétextes-là pour essayer d'appâter un certain nombre de jeunes enseignants qui ne comprennent pas bien pourquoi on ne peut pas effectivement parvenir à cela. Et c'est cette fameuse opposition des jeunes contre les vieux, des nommés contre les pas nommés. Tout à fait. Alors maintenant, soyons clairs aussi, hein, la communauté, si ça lui coûte plus cher, compte récupérer l'argent. Mais comment va-t-elle récupérer de l'argent si ce n'est pas en prenant des décisions nuisibles pour les enseignants ? Et là, il y en a qui sont déjà annoncés. Par exemple, plus de congés de maladie comme on a maintenant, automatiquement sur la mutuelle. Donc on transfère à ce moment-là à la sécurité sociale. Plus de mise en disponibilité en cas de perte d'emploi. On retourne directement au chômage. Donc voilà toute une série d'éléments qui permettraient effectivement à long terme à la communauté de récupérer, de diminuer ses frais, mais en les transférant à la sécurité sociale ou à l'État fédéral en matière de pension. Alors qu'on a aussi cette impression, moi j'ai cette impression qu'on essaie de dégager les pensions, donc on essaie de dégager les chômeurs, et finalement on a envie de vider l'État fédéral de la solidarité qu'il assurait. Mais c'est évident. Au détriment de la communauté ou des communes dans une partie moins favorisée de la... Et alors, si effectivement on crée une situation en matière de sécurité sociale telle qu'elle n'est plus gérable au niveau fédéral, les mêmes viendront pleurnicher et se plaindre en disant « oh oui, on va régionaliser ces aspects-là ». Donc ils se précipitent eux-mêmes vers le gouffre dans lequel on s'enfuit. C'est invraisemblable. Donc, alors c'est pas très réjouissant, on veut dire. D'un point de vue proposition, ça semble pas être favorable aux agents. Ce n'est certainement pas favorable aux agents. Même pas aux jeunes, dont on ne voit pas très bien comment ils peuvent rentrer dans un CDI avant d'être en état d'avoir une charge complète, c'est-à-dire d'être nommable, quasiment. C'est à peu près l'analyse. D'un point de vue financier, d'un point de vue retraite, d'un point de vue protection, on ne voit pas grand-chose dans ce que tu as dit. Rien du tout. Quelques solutions alternatives en réfléchissant en effet à la durée de l'occupation d'une place quand on est détaché ailleurs, etc. Mais ça, c'est déjà le cas maintenant. Je pense pour certaines fonctions. Pour certaines fonctions. Donc là, on voit, mais on ne voit pas des pistes absolues. Le transfert de moyens vers la communauté, enfin, le transfert d'obligations à prise en charge des retraites, si on veut maintenir le même niveau de retraite, tout à fait. Si on veut supprimer des avantages, même chose pour les salaires. Donc on tourne un peu en rond et les dernières aventures qu'on a pu voir, donc on enregistre début novembre, les dernières aventures qu'on a pu voir, c'est à la région wallonne la suppression du statut. Aïe, 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 pour les retraites, 17%, si je me souviens bien, la ministre découvre ça. Tout à fait. Et le lendemain, je crois, ou en tout cas à peu près, au Parlement de la communauté française, sur une question parlementaire d'un parlementaire engagé, elle est bien obligée de dire que transférer tout le personnel qui aurait dû aller vers WBE, depuis la fédération, ça coûterait aussi 17%. Exactement. Donc c'est pas possible, on ne l'a pas fait dans la législature précédente, on ne sait pas comment on va le faire. Donc j'ai l'impression que tout doucement... C'est de l'amateurisme. De l'amateurisme. Oui. C'est de l'amateurisme idéologique. C'est encore plus grave parce qu'il cumule deux attributs. Et c'est évident que et en fait, en plus, quand on ose s'imaginer qu'on espère, avec des réformes comme celle-là, attirer plus de jeunes enseignants, mais là, c'est vraiment ne pas voir la réalité en face. D'ailleurs, les rentrées cette année dans les écoles dans les écoles de pédagogie sont extrêmement mauvaises. On me citait une école dans la région de Huy, où ils ont à peu près la moitié de candidats de ce qu'ils avaient préalablement. Donc, non seulement, actuellement, il faut considérer qu'à certains moments de l'année, il manque, grosso modo, 7 à 8 000 enseignants. Pendant un an, personne ne va sortir, puisqu'on augmente d'une année... Un tiers environ des effectifs. Mais ça veut dire qu'il faut considérer qu'on va passer de 7 à 8 000 à 10, 12 000, voire 13 000 même enseignants. Et si en plus, ils ne rentrent plus dans les écoles pour devenir enseignants, que va-t-il y avoir? Écoutez, j'ai vécu encore cette année, parce que je suis encore sur le terrain dans les commissions paritaires locales, des situations où l'on recrutait à peu près n'importe qui pour tenir une classe parce qu'on ne trouvait personne. J'ai vu une situation, on avait recruté un étudiant qui avait simplement un diplôme de secondaire supérieur, qu'on plaçait dans une classe pendant 3 semaines parce qu'il fallait absolument tenir les élèves. Alors, est-ce qu'on pense vraiment qu'on va améliorer notre enseignement de cette manière?
Peut-être évidemment que si on est cynique, c'est une façon de dire que si on peut engager tout le monde, on pourra payer tout le monde comme n'importe qui. Absolument, absolument. Il y a des tentatives d'ailleurs qui sont également dans la déclaration de politique communautaire. Et donc finalement, la crise, on en trouvera toujours des gens pour mettre devant les classes au prix d'une dégradation de la qualité de l'enseignement. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est pas réjouissant ce que tu nous racontes. Mais je n'ai pas l'impression d'être réjoui personnellement. Non, je vois. Et on sait que la semaine prochaine, on a une grève des enseignants, je pense. Oui. Qu'est-ce que tu peux, toi qui as une longue expérience, leur conseiller, souhaiter, imaginer? Qu'est-ce que tu leur souhaites? Qu'ils prendront conscience des menaces qui pèsent sur leur métier, qui est un beau métier, mais qu'on est en train de détruire, qu'on est en train de dévaloriser à travers une dévalorisation de leur statut social. J'espère qu'ils vont vraiment en prendre compte, parce que les mesures qui ont été annoncées, qui sont déjà lourdes, que ce soit vis-à-vis du réseau WBE, mais également vis-à-vis d'enseignement technique et professionnelle, où on va diminuer de 3% l'encadrement. Ce sont des akouskis pour moi. La suite, ça va être le plat de résistance. Il sera lourd. Et si on ne recrée pas un rapport de force comparable à celui qu'on avait acquis dans les années 90, eh bien, je crains vraiment le pire. Et tu penses qu'on en est encore au stade de la sensibilisation, de la compréhension? Tu penses que beaucoup de collègues ne voient pas pour l'instant où on va? Je crains malheureusement que tout le monde n'ait pas encore bien perçu ce qui se passait. En fait, le problème, c'est que certains partis ont annoncé ce qu'ils allaient faire. Je pense par exemple aux engagés, ils avaient dit carrément qu'ils voulaient créer un régime de contrat à durée déterminée. Mais quels sont les enseignants qui ont lu ce projet? Quels sont les enseignants qui ont retenu la fameuse phrase du ministre Joly disant qu'il fallait absolument qu'on supprime les DPPR, les régimes de fin de carrière? Est-ce que vous imaginez que si on devait supprimer, par exemple, ces DPPR, les enseignants devraient tous enseigner jusqu'à l'âge de 67 ans? Vous voyez, une maternelle avec 25 moutards de 2 ans et demi à 4 ans à 67 ans. C'est absolument impensable. Et pourtant, c'est ce qui risque d'arriver si on ne réagit pas. Si on ne recrée pas ce rapport de force, je crains que malheureusement, nous allions vers de lourdes mains. Eh bien, merci Régis. D'habitude, les cafés se terminent sur des points plus positifs. Là, je pense que la note, elle a l'air salée. Vous retrouverez, comme chaque fois, les informations, la fameuse carte blanche de Régis et d'autres éléments qu'on mettra au fur et à mesure, la DPC également, pour que chacun puisse se faire une idée en lisant ce document qui est finalement le plan de travail pour 5 années pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Encore un tout grand merci d'être venu jusqu'à Mons, Régis.